Bonjour, je vous souhaite le bienvenu pour cette troisième conférence du professeur Maul de l'Université de Heidelberg. Il y a 2 semaines, M. Maul nous a entretenu des maladies, comment on les combat, et aussi des sacrifices et des sens des sacrifices. Aujourd'hui, c'est peut-être encore plus excitant parce que c'est la divination, l'art divinatoire. Donc, je pense que vous avez tous envie de savoir comment ça va se passer dans les années à venir. Donc, vous allez tout apprendre des Assyriens aujourd'hui. La semaine dernière, il n'y a pas eu de cours à cause des colloques sur Renan. Et donc, aujourd'hui, ce sera une conférence d'1 heure ou un peu moins pour permettre quelques questions. Et la dernière conférence qui sera encore vraiment l'apothéose sur les monothéismes des Assyriens, ce sera donc vendredi prochain à 14h30. Donc merci encore une fois d'être venu ici à Paris et je vous donne la parole sans tarder. Je remercie encore une fois pour cette invitation honorable au Collège de France. Et aujourd'hui, mes chères dames et messieurs, je veux vous présenter l'art divinatoire dans le Proche-Orient ancien. Alors, je parlerai de la Mésopotamie, le pays entre les 2 fleuves, l'Euphrate et le Tigre. Lorsqu'il s'agissait de prendre des décisions politiques importantes, les sources cunéiformes à notre disposition sur 2 millénaires montrent que rois et cercles de conseillers à eux ne se reposaient pas exclusivement sur leur propre compréhension des choses. Ils estimaient nécessaire à ce qu'il semble, pendant tous ces temps-là, de ne commencer à réaliser un projet que lorsque la solidité de celui-ci avait été éprouvée et confirmée par un avis d'expertise indépendant du souverain et de ses ministres. L'autorité que l'on attachait à un tel examen ne peut être que difficilement sous-estimée. Elle se révèle toute déjà en ce fait que les dirigeants se mettaient sans contestation à son abri, en bonne règle, et étant prêts en même temps à s'accommoder à ce que leur projet, le cas échéant, soit classé comme désespéré ou même pernicieux. Un rapport d'experts indépendants promettait cependant en retour de pouvoir fournir des pronostics totalement sûrs au sujet d'une entreprise envisagée. Les spécialistes avérés qui établissaient un tel certificat garantissaient qu'on disposerait de connaissances sans équivoque et de procédures éprouvées ad ecat, toutes choses qui leur permettaient, au point de vue du futur, de contrôler en quelque sorte rétrospectivement les conséquences d'un projet envisagé et ainsi de pouvoir nommer chaque plan et intention qui devait conduire à un développement non souhaité. Il est évident que la perspective d'une telle science est attractive et d'une valeur inestimable pour ceux qui ont la responsabilité de décisions politiques. Elle promettait à celui qui réclamait une expertise correspondante et obtenait une décision positive la certitude d'avoir choisi avec la décision prise, le chemin sûr, celui qui révélait l'avenir et qui était aussitôt couronné de succès. Autant cela sonne intelligent et raisonnable d'éprouver avant sa réalisation la faisabilité future d'un projet envisagé, autant erroné, voire totalement et ridiculement absurde, apparaissent de notre point de vue actuel le moyen avec lesquels, dans l'Ancien Orient, étaient entreprises les évaluations correspondantes. Car à la cour des rois de l'Ancien Orient, pendant des centaines d'années,
les perspectives futures d'un plan étaient calculées selon la forme et la couleur des entrailles, et tout particulièrement du foie d'un mouton particulier abattu dans ce but. Déjà dans le 3e millénaire avant notre ère, s'est développée une véritable science qui a mis en relation avec le futur l'aspect extérieur d'un foie de mouton. Une science qui promettait d'être capable de percevoir dans la forme de l'organe les chances de succès de celui qui avait fait abattre le mouton en posant une question définie concernant son avenir. Vous voyez ici un manuel d'un devin mésopotamien en écriture cunéiforme, et voilà notre foie frais, et de l'autre côté un modèle, une maquette de foie en argile qui vient de Hattusha et qui était faite au XIIIe siècle avant notre ère. Par l'utilisation d'une structure reposant sur un certain nombre de lois, en soi totalement systématique et logique, certaines apparences sur la surface du foie ont été interprétées comme des signes favorables ou bien défavorables. Les spécialistes enlevaient les entrailles du mouton abattu afin de les examiner minutieusement. Leur attention particulière s'adressait à la face du foie fortement structurée que les vétérinaires appellent facies visceralis. Voilà. Les spécialistes mésopotamiens éprouvaient l'un après l'autre, dans le sens des aiguilles d'une montre, l'existence et l'intégrité de 12 éléments anatomiques constitutifs sur la surface du foie. Vous voyez ça ici. À côté de la vésicule biliaire, surtout les signes en forme de sillon enfoncés par les organes avoisinants, mais aussi des incisions que vous voyez ici, et les parties superficielles qui avaient une forme remarquable, les saillies marquantes et le reste des ligaments auxquels le foie était attaché. Voilà les points les plus importants pour ça sur un foie de mouton. L'intégrité d'une partie singulière du foie était considérée comme favorable. En outre, la position des marques spectaculaires qui pouvaient apparaître à la surface des 12 régions du foie jouait un rôle fondamental pour établir l'évaluation. Comptaient comme telles marques les ganglions lymphatiques en forte saillie, que vous voyez là-bas. Les membranes, les cloques et les excroissances comme des creux dans le tissu du foie. Ce sont les trous de galerie qui se produisent sur la surface du foie, ouverts mais parfois sclérosés, causés par les genres de vie assez fréquentes alors, par des colonies de larves de vers et autres parasites. Plusieurs de ces marques, comme par exemple un creux sur la surface du foie, avaient valeur de signe néfaste. Un trou dans la chair était considéré, pour des raisons bien compréhensibles, comme incarnation du nécrosé et ainsi comme une marque qui signale une calamité. D'autres marques, en revanche, comme par exemple une cloque molle du tissu provoquée par une colonie de larves de vers, avait une connotation positive. En Mésopotamie, qui est dépendante de l'irrigation, les spécialistes y voyaient l'image d'un réservoir d'eau ou d'une citerne qui fournit la perspective de moisson et de richesse. C'est l'idée derrière. Alors que déjà, il n'y a pas de foie de mouton sain qui ressemble à un autre, les apparitions
pathologiques, je m'excuse pour les images que vous verrez maintenant, les apparitions pathologiques d'inflammation, depuis l'attaque des parasites jusqu'aux nécroses, amène un résultat d'une différence bouleversante qui tout était à expliquer et à interpréter. La terminologie anatomique que les spécialistes babyloniens avaient sous la main est d'ailleurs beaucoup plus vaste que celle des vétérinaires de nos temps. Lors de l'examen d'un foie, on procédait pour pouvoir donner leur valeur positive ou négative aux différentes marques avec une précision totalement mathématique. Sur les 12 domaines constitutifs du foie, par exemple sur la vésicule biliaire, était appliqué un réseau virtuel de champs dont le médian était attribué à une puissance du destin fondamentalement bienveillante, celui qui se trouvait à sa droite aux parties du projet à évaluer, tandis que celui qui se trouvait à sa gauche, comme vous le voyez ici, l'était aux forces qui agissaient à l'encontre du projet. Si une marque connotée positive était observée dans le champ du milieu, voilà qu'était une observation positive. Alors la puissance du destin se montrait bienveillante. Si le même signe apparaissait dans le champ de droite, cela valait également un signe positif. Sur le champ de gauche, par contre, qui incarnait les forces agissant à l'encontre du projet, cela renforçait ces forces et en conséquence était classé comme signe défavorable sur le foie. Une marque connotée négative, en revanche, a une valeur correspondante dans les champs du milieu et de droite en fonction de la formule mathématique plus fois moins égale moins, tandis que le champ de gauche signifiait un affaiblissement des forces contraires. De la sorte, une marque connotée négativement dans ce champ devient un signe à valeur positive. En vérité, mesdames et messieurs, tout cela était encore beaucoup plus compliqué. Les devins babyloniens divisaient par exemple les 3 champs de la vésicule biliaire, respectivement de nouveau dans 3 parties. En outre, il n'y avait pas que les champs de la vésicule biliaire subdivisés de ce côté en champs que l'on testait derechef, mais le foie tout entier était décrit comme une structure de parcelles chargées positivement ou négativement. Et le plus ces petites parcelles marquées se trouvaient au milieu du foie, comme règle générale, le plus leur signifiance était classée comme important. Un modèle de foie d'époque paléo-babylonienne, confectionné à des fins d'études du XVIIe siècle avant notre ère, documente cela pour l'étudiant comme c'est reconnaissable d'un coup d'œil à l'aide de la marque trou, comme dit ci-dessus, connotée négativement. La signification respective du signe est notée dans chacune des parcelles en cunéiforme. Je pense que ça se voit bien clairement sur cette photographie. Nous ne pouvons pas ici entrer plus avant dans le détail. Il suffit de dire les examinateurs lettrés du foie, au moins au premier millénaire avant notre ère, se voyaient à même de calculer la durée de validité de leur pronostic d'après les marques du foie grâce à une formule mathématique dans laquelle pouvaient être établis pour des marques spécifiques du foie des chiffres spécifiques. L'appréciation des perspectives de réussite d'un plan ou d'un projet s'obtenait par la simple addition des signes positifs et négatifs obtenus.
Si les signes positifs l'emportaient, le projet était jugé souhaité et de réalisation autorisée. En plus, une telle évaluation était une espèce de bon de garantie que les dieux, qui, selon les devins babyloniens, écrivaient leur message dans le foie du mouton, soutenaient le projet en question et le protégeaient conjointement avec le cosmos entier. Si les signes négatifs étaient en majorité, cela signifiait que l'évaluation donnait un résultat négatif. Un tel projet ne devrait pas exécuter, au moins si on voulait bouder des mésaventures ultérieures. C'est de cette façon, mesdames et messieurs, qu'à la cour des rois de l'Ancien Orient, on prenait des décisions à propos d'affaires personnelles pour savoir si l'on devait mener à son terme un important projet de construction et également, encore plus, si et quand on pouvait sans dommage mener campagne contre un ennemi. C'était d'ailleurs la routine dans la Marie paléo-babylonienne du XVIIIe siècle avant notre ère, de poser régulièrement, à l'aide de l'observation du foie, des questions mensuelles à propos de la sécurité du roi, de la ville et du pays, avec pour but de pouvoir chasser à temps les dangers qui restaient inconnus. La cause des dangers potentiels était obtenue grâce à des questions à droite, également au moyen de l'examen des entrailles. Un document du XVIIIe siècle avant notre ère, découvert dans les archives royales de Marie, montre que pour des questions oracolaires posées par ordre du roi de Marie, dans une période de seulement 8 mois, on avait abattu pas moins de 1076 moutons. Le document singulier montre aussi que la dépense mensuelle de moutons se porte sur 370 à 707 animaux. Le palais royal du royaume, comparativement petit, avait alors un besoin moyen mensuel de 510 agneaux utilisés que pour la décision des questions oraculaires. Cela correspond à une dépense de pas moins de 17 animaux par jour. Dans les grands empires mésopotamiens postérieurs, le nombre des moutons dont on avait besoin pour évaluer les projets divers, doit avoir été bien plus grand que ça. Une telle procédure d'épreuve est pour nous, contemporains, avant tout un objet de scandale, puisqu'elle ne s'occupe pas du tout du contenu ni de l'intention de la décision évaluée et ne cherche pas une seule fois d'en faire semblant. Néanmoins, nous devons constater que pendant plus de 2 millénaires, les Mésopotamiens eux-mêmes, tout comme la population qui mettait tous leurs ailes à des activités correspondantes dans la région mésopotamienne, voyaient dans la maîtrise des procédés par la signification des signes une base de premier plan pour la réussite des Babyloniens et des Assyriens dans le domaine de la culture et de la puissance politique. Ce n'étaient que les Hittites, les Syriens et les Perses qui se servaient des techniques de l'aruspicine babylonienne en étudiant juste pour ce but le babylonien aussi bien que l'écriture cunéiforme. Même en Terre Sainte, la divination mésopotamienne a eu grand succès, un fait qu'affirment indubitablement des découvertes de tablettes en argile aussi bien que des maquettes de foie. Certes, l'examen des entrailles a eu, au-delà de la réputation d'être d'une si grande utilité qu'il a survécu aux cultures de l'Orient ancien
et a eu la valeur d'un moyen incontournable pour ce qui est du political decision making dans le monde hellénistique et à Rome et en Étrurie. Vous voyez ici un relief romain qui montre une telle procédure, et voilà le modèle d'un foie de mouton qui vient de la culture étrusque. En Europe, la pratique de la ruspicine ne périclite qu'au IVe siècle de notre ère, un demi-millénaire après le déclin des cultures du Proche-Orient ancien. Le fondement de la certitude du pouvoir obtenir un aperçu du futur avec des procédés comme celui qui a été décrit était l'idée, toujours actuelle, que le monde sensible propose des traces du futur en devenir qu'il faut reconnaître comme telles et interpréter. Dans l'Orient ancien, on entendait toute forme de mouvement et de changement dans tous les domaines du sensible, tant sur terre que le ciel étoilé, comme une partie d'un déroulement infiniment complexe du monde à travers le temps jusqu'au futur. Dans le monde, en tant que structure indissociable de terrestre et de cosmique, tous les phénomènes perceptibles, selon cette conception, si peu spectaculaires qu'ils soient dans le détail, sont en relation les uns avec les autres, puisque tous prennent part à ce mouvement du tout vers l'avenir et constituent ensemble ce mouvement. Considérés isolément, ou encore mieux en liaison, ils rendent possible dans le présent, pour l'homme de l'Ancien Orient, l'estimation du futur. Le mouvement du tout vers ce qui est emprunt, comme le montre par exemple la croissance et le devenir dans la nature, l'alternance du jour et de la nuit, la course des années et le ciel étoilé, de régularité et d'une grande harmonie, et il est perçu comme tel. Tout écart de la régularité dans la nature était au contraire considéré dans l'image, dans la conception du monde près d'être absurdément anthropocentrique, au moins de notre point de vue, comme un désordre provoqué par l'homme, ou pour mieux dire, comme une réaction à l'action, mais aussi à la volonté humaine. Alors le cosmos lui-même réagit sur l'action, dans la vue des Mésopotamiens, réagit à l'action des hommes et à la volonté humaine. En ce sens, les écarts à la régularité, comme par exemple les singularités dans les plantes ou chez les animaux, dans le ciel nocturne étoilé ou à la surface d'un foie de mouton, étaient perçus comme des messages pour les humains, ceux qui réclamaient que l'on s'arrête, que l'on réfléchisse et que l'on y remédie, afin que le désordre survenu soit écarté et que soit restaurée l'harmonie. L'expérience actuelle du changement climatique causé par l'homme nous permet peut-être de deviner quel ratio se cache derrière de telles représentations. Quoi qu'il en soit, la conviction fondamentale selon laquelle l'univers entier est anthropocentrique et a des interactions avec l'humain s'apaisait, à mon sens, dans l'Orient ancien, d'une part, dans l'idée, disons, gentille d'une sphère divine guidant avec bienveillance l'homme au moyen des présages, même si ce dernier a fondamentalement à se soumettre à la volonté divine. Mais de notre côté, elle a donné des ailes à un esprit de recherche qui,
au Proche-Orient n'est jamais reposé et qui s'est donné pour but de découvrir les constantes des signes qui manifestent le monde et de les repérer dans différents systèmes. Au début du premier millénaire avant le Christ, c'était tellement développé à côté de celle de l'examen des entrailles, celle de la signification des signes astraux, que les rois babyloniens et assyriens s'en servirent systématiquement à des fins politiques. En effet, le ciel étoilé qui, nuit après nuit, procurait des signes non sollicités, tout à fait à l'opposé de l'examen des entrailles, rendait envisageable de pouvoir en permanence renseigner sur ce qui était à venir. C'est pourquoi, à l'époque néo-assyrienne, toute la Mésopotamie était recouverte d'un réseau d'observatoires qui devaient envoyer des rapports à la cour royale à Ninive, indépendamment les uns des autres, afin que les signes astraux puissent être comparés et évalués afin d'éviter duperie et erreur. On n'attendait pas du ciel comme miroir de la vaste terre des informations sur des individuels, mais sur l'état en général, voire même des prédictions de nature globale qui autorisaient aussi des pronostics sur le sort des pays ennemis voisins. C'est pourquoi l'astrologie dans l'Orient ancien fut d'une importance politique extrême et en conséquence un art bien gardé, car elle semblait capable, par l'exploitation des apparentes irrégularités des mouvements astraux, de percevoir à temps non seulement les dangers, mais aussi les occasions favorables, de façon à pouvoir contourner un malheur menaçant et par ailleurs profiter de la chance d'un kairos qui s'offrait. De nombreux traités cunéiformes, en particulier au premier millénaire avant le Christ, montrent que les interprètes des signes mésopotamiens étaient désireux de relier leurs connaissances acquises sur l'efficacité divinatoire à partir des représentations de la surface du foie à leur savoir concernant la signification des mouvements dans le ciel étoilé. Leurs réflexions, qui nous sont encore largement inconnues, n'ont pas seulement conduit à ce que le foie fut considéré d'une certaine façon comme l'émanation du ciel et fut segmenté en 12 comme le zodiaque. Alors, on voit dans le foie de mouton, à un moment donné, une image du ciel, n'est-ce pas ? Mais les savants mésopotamiens se voyaient aussi en position de ranger les signes du foie parmi les signes astro et terrestres équivalents et par là même d'exposer dans différents registres les régularités de la dynamique du monde tel qu'il apparaît. Ils rassemblaient pour une meilleure compréhension non seulement des signes pour statuer sur l'avenir, mais ils observent aussi le futur qui était devenu le présent pour examiner les signes afférents dans le passé qui avait été éventuellement négligé. Dans une entreprise audacieuse, ce que l'on appelle chez les assyriologues les astronomical diaries, tenus pendant des siècles avec des lacunes du 7e au 1er siècle avant notre ère, devaient donner à long terme des perspectives plus exactes sur le réseau des rapports de causalité. Dans ces documents, des comptes rendus furent établis sous forme de rapports annuels, non seulement au sujet des signes astraux et sur le temps, mais aussi sur l'évolution des prix de certaines denrées, les niveaux d'eau de l'Euphrate, les incidents terrestres tenus pour omineux, aussi bien que les différents événements temporels. Le but
était de déterminer les régularités dans les événements pour rendre utilisables par l'action politique ces connaissances acquises. Au service de cet effort, dans la Babylonie du premier millénaire avant notre ère, apparut l'astronomie de calcul, une branche de la science babylonienne qui se perpétue jusqu'à nos jours. Les différents procédés divinatoires de l'Orient ancien devaient permettre que les prises de disposition et l'action de ceux qui étaient responsables de la communauté restassent en harmonie avec le devenir du monde qui embrasse tout, lequel règne sur le cosmos entier et auquel l'homme ne peut pas durablement s'opposer. La supériorité politique et culturelle pendant 3 millénaires, le poids d'une tradition jamais fondamentalement remise en cause, l'intégration de la divination dans une sorte de système scientifique en fait apparaître comme incontestable le triomphe de la science du futur dans l'auto-aperception de la Mésopotamie et aussi aux yeux des cultures environnantes. Pour ces raisons, on avait convaincu d'avoir à sa disposition un moyen qui garantissait dans une large mesure la stabilité et la prospérité, ou au moins fournissait une protection contre de mauvaises décisions aux conséquences funestes et qui fournissait par là même un avantage considérable et permanent à sa propre culture face aux autres. Il n'est que logique que les rois assyriens et babyloniens aient cherché à monopoliser savoir et techniques permettant de prévoir le futur et à s'en attacher les meilleurs spécialistes. Même dans la compétition internationale, la connaissance des traités divinatoires était si haut estimée que lors des guerres, les tablettes d'un contenu de la sorte, sans doute sur l'ordre exprès du roi, faisaient partie du butin. La science qui avait été acquise, développée et transmise au fil des siècles dans les familles qui constituaient des dynasties d'interprètes de signes, furent rassemblées, systématisées et organisées dans d'amples éditions à la fin du deuxième et au tout début du premier millénaire à la cour des rois de Babylonie et d'Assyrie. Le moteur pour cela a vraisemblablement été le besoin des rois en conseil divinatoire, lequel s'accroissait sans cesse avec la complexification des structures de gouvernement. Les nouvelles éditions qui en résultaient constituaient dès lors le thésaurus royal autorisé et obligatoire du savoir divinatoire, tenu secret, auquel les spécialistes au service du roi devaient se référer. L'expertise divinatoire était de cette façon presque tout entière sous la toute-puissance du roi. Les devins qui exerçaient pour le roi et pour l'État étaient tenus pour détenteurs de secrets importants et devaient jurer de ne révéler en aucune circonstance à des tiers les informations politiques éventuellement sensibles auxquelles ils avaient accès par leur activité. Dans le royaume néo-assyrien du 1er siècle avant notre ère, la divination était si bien organisée que des informations sur les événements omineux, surtout astraux ou de nature terrestre, arrivaient régulièrement de l'ensemble de l'Empire. En plus, on consignait soigneusement les cours des examens des entrailles qui étaient d'une importance politique. Tous ces rapports qui se complétaient mutuellement étaient rassemblés, comparés, vérifiés par une commission
que d'une façon un peu anachronique, on pourrait désigner comme le ministère de l'avenir. On exploitait les rapports soigneusement pour discuter les mesures politiques qui en résultaient. Bien que du point de vue de notre conception du monde, les fondements des procédés d'évaluation divinatoire soient totalement obsolètes, les formes de prise de décision politique mésopotamiennes s'avèrent sans aucun doute fructueuses et ont eu pour conséquence que la culture du pays, d'entre les deux fleuves, sur une période de 3 millénaires, a dominé l'ensemble de la politique et des cultures du Proche-Orient. Aussi nous paraît-il à la fois scandaleux et dérangeant qu'un succès durable ait pu couronner une procédure absolument insensée selon nos propres critères. C'est sur cette contradiction qui, d'ailleurs, n'est jamais discutée dans notre branche, que nous allons maintenant faire porter notre attention. Je résume mes réflexions en 5 points. Premièrement, nous devons constater que la confiance dans n'importe quelle procédure de pronostic peut demeurer très longtemps si une majorité de gens convaincus ramènent le résultat de ces procédures de pronostic et en conséquence les décisions politiques, militaires et autres aux avantages qui reposent sur la connaissance de ces procédures. Au moins, si la condition est satisfaite que ces procédures de pronostic n'empêchent pas durablement, dans la plupart des cas, des prises de décision sensées. Cela est aussi vrai si les procédures de pronostic ne sont guère concernées par la question de savoir si celles-ci peuvent effectivement fournir un aperçu sur l'avenir. Du début du 2e millénaire avant le Christ jusqu'à la fin des cultures cunéiformes, ces deux conditions semblent constamment avoir été remplies à toute époque. Alors, ce n'est pas important si on arrive vraiment à regarder dans le futur. La chose la plus importante, c'est que le système qui révèle le futur semble être plausible. C'est ça qui compte. Deuxièmement, face à l'inconvénient de ne pas pouvoir mettre en œuvre un plan éventuellement sensé parce que les signes tirés au clair se sont prononcés contre, il y a l'avantage qu'apporte avec elle l'approbation d'un projet à la fin d'un processus divinatoire. Si une telle expertise est largement acceptée, son effet ne saurait être sous-estimé, car dans la mesure où la procédure est perçue comme plausible, une évaluation divinatoire est capable de justifier de façon convaincante une volonté et une action politique en les situant en harmonie avec le cosmos et en bonne grâce avec les puissances divines. La bonne volonté divine et le succès qui s'ensuivent sont mis en évidence de façon tangible. Si l'on réussit à créer, grâce aux acquis de la divination, la conscience largement partagée d'un Immanuel, Gott mit uns, et par là même un consensus, cela aboutit dans tous les domaines importants de la société à un optimisme et une confiance en soi, à une détermination et un esprit d'initiative qui, à leur tour, constituent une base solide pour une approche confiante des problèmes qui se profilent. Tertio. Dans le cas où les signes aboutissent à une évaluation nettement négative, il fallait repenser un plan classé comme non agréé.
De ce fait, il devenait possible, voire nécessaire, de rediscuter dans les cercles des décisions politiques le pour et le contre en dépit d'une décision déjà prise. Il n'est pas invraisemblable qu'alors des points de vue qui auparavant n'avaient pas réussi à faire l'unanimité aient été rediscutés et aient fait l'objet d'une nouvelle question oraculaire. Les questions qui nous ont été conservées concernant l'examen des entrailles sont souvent de vrais chefs-d'œuvre qui nomment les différentes étapes d'un projet selon une liste détaillée. Quand celui-ci était repoussé, cela ne signifiait pas que l'ensemble du projet devait être abandonné. Il restait possible de soumettre à un nouvel examen un plan légèrement modifié. Si celui-ci était alors approuvé, il s'ensuivait que c'était le détail du plan modifié lors de la deuxième interrogation qui était à la base du rejet. Il s'ensuit de façon à peu près inévitable que ces sections d'un plan qui avait déjà fait l'objet de contestation lors de son élaboration se retrouvaient modifiées lors de la deuxième interrogation. L'évaluation divinatoire qui exerce une autorité valable pour tous les hommes ouvre ainsi un espace pour des discussions factuelles, lequel est largement exempt des contraintes de structure hiérarchique. De façon étonnante, ce sont les procédures divinatoires qui permettent l'équilibre des intérêts au terme de négociations. Le mythe, bien ancré dans notre culture, d'une origine de la démocratie dans la police grecque, fait sans doute trop facilement oublier qu'une culture de la négociation n'est pas obligatoirement liée à l'agora et aux structures qui nous sont familières. Quatrièmement, dans la conception mésopotamienne d'un monde régi par des dieux, la validation de plans et de projets par la divination se situe de surcroît dans un rapport action-résultat qui fait apparaître l'acceptation et le rejet des projets comme des récompenses et des punitions de la part des puissances qui dominent les humains. Il s'ensuit une double responsabilité pour les gouvernants qui doivent se justifier non seulement vis-à-vis des hommes, mais aussi des puissances qui les dominent. De ce fait, ils devaient, dans leur pratique politique, tenir compte de la demande d'une justice sociale explicitement exprimée, en particulier en contexte religieux. Quand les moyens divinatoires permettaient de prédire des dangers imminents, et donc en fait une colère divine, alors les manquements rituels et personnels du roi et autres formes d'action qui pouvaient avoir suscité la mauvaise humeur des dieux devaient être discutés au sein de son cercle rapproché. De nombreux textes nous montrent que c'est justement le roi qui, bien souvent, se trouvait confronté à la découverte du fait qu'il s'était rendu coupable d'une faute et avait ainsi provoqué les dieux. Même si des sources explicites nous manquent pour d'évidentes raisons, cela montre que la discussion d'une prédiction défavorable créait un espace de liberté dans lequel un cercle restreint était en mesure de remettre en question la légitimité de l'action royale. Cinquièmement, l'astrologie, qui génère en permanence des signes non sollicités et en conséquence des pronostics en permanence, oblige à comparer constamment ces pronostics avec la situation présente et à mesurer
le présent à l'aune de ce qui avait été pronostiqué. En ce sens, l'astronomie s'avère être un instrument qui réclame une réflexion permanente sur l'action politique et qui suscite une atmosphère de vigilance politique. Des pronostics reposant sur l'observation du ciel, tels qu'ils ont été établis à la cour royale néo-assyrienne, concernaient la sûreté intérieure et extérieure du pays et souvent aussi les perspectives de récolte et l'état de l'approvisionnement. Il est dans la nature des choses que les prophéties concernant la sécurité et les menaces contre un pays ne pouvaient être discutées ni même être imaginées sans que le prédit soit relié au présent, car c'est dans celui-là même que l'avenir tend à se révéler. L'échec et l'insuccès prédits obligent, sans nécessairement prendre en considération les personnages qui ont des responsabilités ni leur ascendant, à un contrôle toujours renouvelé de la sécurité intérieure et extérieure, de la situation des forces militaires et de sûreté, de la fiabilité des conseillers et des alliés, de l'approvisionnement du pays et de nombreux autres domaines. En ce sens, l'analyse astrologique permanente de ce à quoi il faut s'attendre est bien, comme les textes le disent, le tour de garde pour le roi. Elle remplit, dans un certain sens, la fonction d'un système de vigilance politique et sociale par lequel il peut être remédié à un stade encore précoce, à des dérapages avant que des circonstances graves n'aient pu se développer. J'espère vous avoir montré, mesdames et messieurs, qu'il serait simplement sot de réduire la divination dans l'Orient ancien à de la superstition et à une simple aberration. Dans son contexte, elle s'avère en effet être un moyen efficace pour donner forme au futur, pour ouvrir des espaces non négligeables à la négociation libre des décisions politiques importantes et contribue à créer un consensus de façon à encourager une action concertée. Je vous remercie.